Je ne sais pas ce qui le poursuivait cette nuit-là, mais je crains désormais que cette chose ne me cherche à son tour. Je ne vais pas tourner autour du pot, je déteste Halloween. Le temps frais, les décorations sinistres, le rire des enfants qui résonnent sur les trottoirs, tout cela m'insupporte. Je sais bien que cela me fait passer pour un grincheux, mais écoutez-moi. J'ai une bonne raison. Quand j'étais enfant, Halloween était ma fête préférée. Bien sûr, Noël était merveilleux, mais il y avait quelque chose de particulier dans cette saison étrange et un peu effrayante qui me touchait profondément. Jusqu'à mes 11 ans, du moins. Cette année-là, quelque chose d'horrible s'est produit. Quelque chose qui a transformé ma fête favorite en la journée que je redoute le plus. Mon oncle Ricky, une tasse de cidre chaud à la main, observait mon costume avec un large sourire. Il me demanda si j'étais censé représenter un Power Ranger. Je fronçai les sourcils et répondis que j'étais Raphaël. Il resta perplexe. Je précisai alors que c'était Raphaël des Tortues Ninja. Il me regarda sans comprendre, les rouages de son esprit semblant s'enrayer. Finalement, il abandonna et déclara que, quoi que je sois, mon déguisement était superbe. Il ébouriffa mes cheveux avant de terminer son cidre d'une gorgée. Je détournai le regard vers le sol, un peu gêné. Avant qu'il ne puisse reprendre la parole, la sonnerie de la porte retentit. Il me dit que c'était sûrement Chris. Je courus ouvrir, et découvrit un impressionnant Captain America sur le seuil. Le costume de Chris était incroyablement détaillé, combinaison, cape, bouclier, tout y était. Ses parents avaient dû y mettre le prix. Je lui fis signe de se dépêcher et nous descendîmes l'allée. Alors que nous atteignions la moitié du chemin, mon oncle apparut à la porte pour nous souhaiter de faire attention, précisant d'un ton étrange qu'il ne voulait pas que quelque chose nous arrive. Un frisson me parcourut. Il y avait dans sa voix quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Je répondis que nous serions prudents, tout en accélérant le pas. Chris me demanda pourquoi je marchais aussi vite. Je lui répondis que je n'aimais pas mon oncle, que je le trouvais bizarre. Lorsqu'il me demanda en quoi, je détournai les yeux vers mon seau en forme de citrouille et éludai le sujet. Il n'insista pas et proposa d'aller à la maison où l'on distribuait des barres de chocolat géantes. Nous avons fait le tour du quartier jusqu'à la tombée de la nuit. Malgré ma carapace de tortue et mon bandeau rouge, la plupart des gens pensaient que j'étais Hulk. Au bout d'un moment, j'ai cessé de les corriger. Vers 9 heures, les autres enfants étaient rentrés chez eux, et j'en avais assez que l'on me prenne pour le faire-valoir de Chris. Je lui demandai s'il était prêt à rentrer, mais il insista pour faire encore une dernière maison. À ce moment-là, une voix masculine nous appela. Un frisson glacé me parcourut. Nous nous retournâmes lentement. Un homme se tenait là. Grand, vêtu d'une veste en cuir et d'un jean, le visage caché derrière un masque de hockey éclaboussé de rouge. À travers le plastique, on entendait sa respiration saccadée. Il nous fixait d'un regard prédateur. Mais ce n'était pas cela le plus terrifiant. Dans sa main, il tenait une machette dégoulinante d'un liquide sombre. Chris et moi n'avons pas échangé un mot. Nous avons simplement couru. J'entendais le bruit de nos pas précipités sur le trottoir et le souffle du tueur derrière nous. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que si je ne faisais rien, cette nuit serait ma dernière. Je me mis à crier pour appeler à l'aide, espérant que quelqu'un sortirait, mais personne ne vint. Les rues étaient désertes. Si quelqu'un nous avait entendus, il avait sans doute pris nos cris pour une farce d'Halloween. Je risquai un regard en arrière et vis que l'homme gagnait du terrain. Pris de panique, je cherchais désespérément une idée. Mon seau de bonbons. Je le jetai de toutes mes forces en arrière, il heurta le bras du tueur avant de s'écraser sur une pelouse, répandant son contenu. Cela ne le ralentit qu'un instant. Chris cria qu'il fallait tourner dans une petite rue. Je levai les yeux et aperçus une femme et un enfant plus loin sur le trottoir. Si nous pouvions les atteindre, nous serions sauvés. Mais je trébuchai. Tout se passa au ralenti. Je m'écrasai sur le béton, les genoux en feu.
Des larmes me montèrent aux yeux. Quand je relevai la tête, j'entendis la respiration du tueur juste au-dessus de moi. Il m'attrapa par le bras et me fit tomber assis. Je ne pouvais plus bouger. La peur m'avait paralysé. Il se mit à ramper vers moi, traînant la machette sur le sol. Le cliquetis du métal sur le béton résonnait dans mes oreilles. Ses yeux sombres plongèrent dans les miens. Il approcha son visage, si près que je pouvais sentir son souffle. La lame glissa doucement sur ma gorge. Je sentis la chaleur du sang couler, et le regarder, impuissant, tremper ses doigts dans la plaie avant de les porter à sa bouche. Il murmura que j'avais un goût incroyable et leva la machette de nouveau. Je crus que tout était fini, mais soudain, l'homme s'effondra. Du sang coulait de son crâne. Chris venait de jeter une brique. Il me saisit par le bras et me força à courir. Je n'avais jamais été aussi heureux de le voir. Nous avons filé jusqu'à chez moi. Une fois à l'intérieur, j'ai éclaté en sanglots. Les policiers sont venus, mais l'homme avait disparu. Pendant des semaines, je n'ai pas pu dormir. Ce qui me hante encore aujourd'hui, c'est ce que j'ai vu en me retournant une dernière fois. Le masque du tueur avait glissé, révélant une partie de son visage. C'était mon oncle Ricky. Il a disparu cette nuit-là, et je n'ai jamais dit à mes parents que c'était lui. Je ne voulais pas raviver ce cauchemar. Mais hier, alors que je revenais du champ de citrouilles avec ma femme et ma fille, j'ai remarqué quelque chose sur la chaise du porche. Mon sang s'est glacé. Une machette, un masque de hockey, et une photo soigneusement posée sur le coussin. En soulevant la photo, j'ai reconnu ma fille jouant dans notre jardin. Au dos, écrit en lettres rouges, se trouvait un message: « J'espère qu'elle aura un goût aussi incroyable que le tien. » J'avais fait de mon mieux pour rendre les fêtes amusantes. Surtout Halloween. En tant que mère célibataire, ce n'était pas facile, surtout à mon âge avancé de 25 ans. Mais Angela le méritait. Elle méritait l'enfance parfaite que j'avais toujours rêvé d'avoir. Angela avait maintenant 7 ans, l'âge idéal pour Halloween. Assez grande pour apprécier les frissons, mais encore assez jeune pour faire du porte-à-porte. Depuis plusieurs semaines, nous enchaînions les films d'horreur et les festivals d'automne. Je travaillais dur chez Forsyth Assurance pour financer notre passion pour Halloween, mais tout ce travail en valait la peine. Surtout en voyant les merveilleux souvenirs qu'Angela et moi étions en train de créer. Derrière mes lunettes et mon ventre post-grossesse, j'étais encore une jolie femme noire. Peut-être que le stress se voyait. Peut-être que mes pommettes creusées donnaient à mon visage cet air fermé. Mais aucun de mes défauts ne pouvait masquer mon visage attirant ni mon sourire, quand je daignais le montrer. J'étais heureuse qu'Angela me ressemble, autant par sa passion pour les choses de geek que par sa mauvaise vue. Nous nous entendions à merveille. Les histoires effrayantes nous avaient rapprochés. Ces dernières années, Barbara Winorski n'avait pas eu le temps d'avoir un vrai petit ami. Pas quand elle pouvait partager les fêtes avec sa fille. L'année 2018 ne fit pas exception. Cet Halloween était notre meilleur. Stanwyck, en Géorgie, était magnifique à cette période de l'année, avec ses maisons hantées et ses circuits de fantômes. J'avais pris mon mercredi 31 octobre. Angela aussi restait à la maison. Nous avions prévu de passer la journée et la soirée ensemble. Comme dans un refuge hanté, nous restâmes à l'intérieur, entourés de décorations. Les films d'horreur défilaient à la télévision, la musique d'Halloween flottait dans l'air. Notre maison de la rue Lobloli était exactement comme nous la voulions. Et le vin rouge sang que je sirotais amplifiait encore mon esprit d'Halloween. Dans la chambre d'Angela, à l'étage, je l'aidais à enfiler son costume de Chucky. Assise à la coiffeuse bleue, je lui appliquais la teinture rouge dans les cheveux et l'aidais à passer sa salopette couverte de taches de sang. Le costume était à la fois effrayant et adorable. À l'écran, les yeux perçants de Bela Lugosi nous observaient. J'étais prête aussi, vêtue en zombie vaudou inspiré du film Sugar Hill de 1974. Peut-être un peu trop hipster, mais Angela adorait mes lentilles aux yeux démesurés et mon afro couvert de toile d'araignée.
Mes fausses chaînes brisées nous faisaient rire toutes les deux. Vers 5 heures, nous descendîmes. Nous passâmes devant la mommirieuse à détecteur de mouvement et les chats noirs en plastique. Avant de sortir, j'accrochai à la porte un panneau noir et orange. C'était notre petit mot d'excuse pour les enfants, disant que nous ne pouvions pas distribuer de bonbons. Angela l'avait décoré de ses dessins maladroits de fantômes. Les citrouilles sculptées brillaient encore dehors. Notre grand épouvantail se balançait au vent. Angela et moi marchâmes sous les fausses toiles d'araignées suspendues aux arbres, puis montâmes dans mon SUV. Derrière nous, le soleil disparaissait, et notre nuit d'Halloween commençait. Le centre-ville brillait de mille feux, tout comme les restaurants de Shotwell Street, le centre commercial et le lac Douglas. Angela s'amusait comme une folle. Son sac débordait de bonbons, rempli jusqu'à la fermeture. Même son panier de secours, en forme de citrouille, avait été conquis par une armée de friandises. Vers 10 heures, nous étions de retour. La soirée n'était pas finie pour nous. Nous avions encore un marathon Michael Myers à regarder. À l'intérieur, nous restâmes en costume pour ranger les bonbons. Par les fenêtres, on ne voyait plus que l'obscurité. Le quartier était calme comme un cimetière oublié. Pour la plupart des habitants de Stanwyck, Halloween était terminé. Mais pas pour nous. Angela monta en courant dans sa chambre, impatiente d'allumer la télévision. Du bas de l'escalier, je l'entendis crier qu'elle mettait AMC. Dans le salon, je m'adossai au canapé. Mes doigts jouaient avec l'une des chaînes en plastique. Mon regard glissa vers la cuisine, où le vin m'attendait. La télévision attira mon attention, au lieu d'un film d'horreur, le journal local passait. D'en haut, la musique de Monster Mash résonnait encore. Angela cria qu'elle voulait que je la rejoigne. Je lui répondis que j'arrivais, mais une série de coups violents à la porte m'interrompit. Surprise, je me figeai. Puis un autre coup retentit, plus fort encore. Je me sentis mal à l'aise. Aucun enfant ne faisait encore du porte-à-porte à cette heure, du moins, pas des enfants de cet âge. Un troisième coup fit vibrer la porte. Je pensais d'abord à une blague, ou à un adolescent en quête de bonbons. Peut-être aussi à des passionnés d'Halloween, comme nous. Je finis par allumer la lumière du porche et regarder par la fenêtre. Un jeune garçon se tenait là. Il ne dépassait pas 1,50 m et paraissait à peu près du même âge qu'Angela. Le vent ébouriffait ses cheveux bruns et faisait bouger le petit panier citrouille qu'il tenait. Aucune émotion ne se lisait sur lui. Pas de sourire, pas d'excitation. Il restait là, légèrement voûté, le visage caché par un masque en plastique bon marché. Il devait vouloir des bonbons. Une vague de compassion me traversa. Le pauvre enfant était seul, dans le froid d'octobre, et son panier était presque vide. Son costume était bien choisi, le pyjama rouge à carreaux et le masque blanc de Dalton Lambert, l'enfant possédé du film Insidious. Je me persuadai que la ressemblance était frappante, ou du moins suffisante pour lui donner quelques friandises. Je pris une poignée de chocolat sur le comptoir et ouvris la porte. Le garçon ne bougea pas, ne leva même pas son panier. Le vent glacé s'engouffra dans la maison. Je me frottais les bras, grelottant. Je commentai tout haut que la nuit était froide, mais il ne répondit rien. Il restait immobile. Peut-être que son pyjama tenait chaud. Je lui tendis les bonbons en lui demandant d'une voix douce s'il connaissait la formule magique. Il resta silencieux. De près, je voyais mieux son masque, un sourire peint, de grands yeux ronds. Rien ne transparaissait derrière ce plastique. Aucun regard. Je lui dis que ce n'était pas grave et lui souhaitai un joyeux Halloween. Je me penchai pour déposer les friandises dans son panier, mais je me figeai aussitôt. Au fond de la citrouille, les sucreries étaient écrasées, recouvertes d'un liquide rouge épais. Paniqué, je lâchai les chocolats. Ils tombèrent dans la flaque rouge avec un bruit écœurant. Les emballages se couvrirent aussitôt de ce liquide poisseux. Je priai intérieurement pour qu'il ne s'agisse que de cerises au chocolat fondu. Le garçon ne bougea toujours pas.
Son regard invisible restait fixé sur moi. Je refermai la porte en tremblant. La chanson Loup-garou de Londres résonnait dans la pièce. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. Par la fenêtre, je vis que le garçon avait disparu. Je murmurai un juron. Je cherchai à me calmer, décidé à aller boire un verre de vin. Mais la voix d'Angela me fit sursauter. Elle riait, fière de m'avoir effrayé. Je ris avec elle, puis lui dis que j'allais la rejoindre après avoir pris un verre. Elle accepta joyeusement. Quelques minutes plus tard, le vin dans la main, j'écoutais de la musique à l'étage. Je bus une gorgée, comme pour reprendre des forces. Mais en entrant dans le salon, la peur m'envahit à nouveau. Cette fois, ce n'était plus un film. Le journal local annonçait une nouvelle d'horreur. Le tueur d'Insidious assassine 5 personnes. Une femme déguisée en Élise Régnier, la voyante des films Insidious, avait massacré une famille entière, à la hache. Le drame venait de se produire sur Forest Lane, à quelques rues de Loblolly-Lane, là où nous habitions. Le reportage diffusa les images de vidéosurveillance. On y voyait la femme, grande, maigre, vêtue d'un pull bleu et d'un pantalon sombre. Ses longs cheveux blonds semblaient faux. Dans sa main, une hache dégoulinante. Mais le détail qui me glaça le sang, ce fut le petit garçon à ses côtés. Le même que tout à l'heure. Même masque, même panier. Un bandeau apparut à l'écran, on pense qu'elle a emmené son fils. 5 morts confirmés. Le massacre d'Halloween à Stanwyck. Suspect toujours en fuite. Je levai les yeux vers l'escalier, cherchant Angela du regard. Puis un coup retentit à nouveau à la porte. Un seul, sec, profond. Je me tournai lentement vers l'entrée. Le deuxième coup fut plus fort. Le troisième, assourdissant. Mon instinct maternel prit le dessus. Je saisis la télécommande, seule arme à portée de main. J'approchai la porte, chaque pas résonnant sous la musique d'Halloween. Quand je regardai par la fenêtre, il n'y avait rien. Seulement les citrouilles, l'épouvantail, et le vide. Je sortis sur le porche et appelai dans la nuit. Personne ne répondit. Je fis quelques pas vers les arbres. Le vent fouettait mon visage. Une toile d'araignée se colla à mes cheveux. Puis les lumières s'éteignirent d'un seul coup. La maison, la musique, tout disparut. Le silence total. Je me retournai en hurlant le nom de ma fille. Je courus jusqu'à la porte, piétinant notre panneau tombé au sol, la télécommande serrée dans ma main. À l'intérieur, seules les décorations animées s'activaient encore, ricanant dans le noir. Et c'est alors que je la vis. Une silhouette maigre se détachait de l'épouvantail. La femme au pull bleu. Son sourire cruel me glaça. De près, son visage semblait artificiel, presque en plastique, trop ridé pour être vrai. Du sang goûtait de la hache qu'elle leva lentement. Sa voix grave me souhaita un joyeux Halloween. Mon corps réagit avant ma tête. Je frappai de toutes mes forces. La télécommande s'enfonça dans sa gorge. La femme recula, suffocant. Du sang jaillit. Elle s'effondra sur les marches. Je la fixai, haletante. Puis, avec horreur, je réalisai que cette femme n'en était pas une. Sous le pull, il n'y avait pas de poitrine. La perruque blonde tomba, révélant une chevelure noire rasée. Sous le maquillage dégoulinant de sang, le visage d'un jeune homme apparut. Il n'était qu'un garçon. Un imitateur. Derrière moi, Angela m'appela, joyeuse. Je bondis vers l'escalier, affolé. En ouvrant la porte de sa chambre, je la découvris assise sur le lit, souriante, avec le petit Dalton à ses côtés. Chacun avait un panier rempli de bonbons. Angela m'annonça fièrement qu'elle s'était fait un nouvel ami. Elle expliqua que le garçon aimait son costume. Mon cœur battait à tout rompre. Je m'approchai lentement, l'angoisse montant en moi. De près, le garçon paraissait différent. Ses bras étaient maigres, son ventre rond, ses vêtements trop grands. Quelques mèches clairsemées couvraient son crâne.
Ses doigts ridés portaient des bagues. Je lui demandai doucement s'il allait bien. Angela répondit qu'il lui avait promis de la protéger. Puis elle ajouta qu'il voulait fêter Halloween avec nous. Dans le panier du garçon, je vis briller quelque chose. Une petite hachette, coincée entre les sucreries, le manche usé, la lame tachée de rouge. Angela me demanda avec un sourire où j'avais trouvé ma hache. Au même instant, le garçon saisit la sienne et serra brusquement Angela contre lui. Elle cria. Je hurlai de m'écarter et frappai de toutes mes forces. La lame s'enfonça dans le torse du garçon. Le sang éclaboussa tout. Le cri qu'il poussa n'avait rien d'humain. Son corps trembla, puis tomba du lit, la tête heurtant violemment la commode. Le masque se brisa net. Le petit corps resta là, inerte, baignant dans une mare rouge. Je lâchai les chaînes de mon costume, haletante. Angela, tremblante, me regardait, les yeux écarquillés. Je l'enlaçai doucement, lui murmurant qu'elle n'avait plus rien à craindre. Puis, lentement, je me tournai vers le corps. Quelque chose n'allait pas. Le masque brisé révéla un visage de femme mûre, les traits marqués par l'âge et la fatigue. Ses cheveux bruns étaient hirsutes, sa peau ridée. Ce n'était pas un garçon. C'était une mère. La mère dont le journal parlait. Celle qui avait emmené son fils tué. Halloween, quelle période de l'année, n'est-ce pas? Je me souviens encore de mon premier Halloween. Mon premier vrai Halloween, pas cette version édulcorée qu'on nous sert année après année. Je parle de la véritable veille de la Toussaint. Je parle de sa main. Je parle de la seule nuit de l'année où les monstres marchent sur la terre. J'avais 11 ans lorsque j'ai découvert l'horreur d'Halloween. J'étais sorti avec un ami, aéré dans les rues, les poches pleines d'emballages et le ventre plein de sucreries. Nous cherchions un peu de frisson, quelque chose d'excitant. Voyez-vous, passé un certain âge, le simple fait de récolter des bonbons ne suffit plus. Il faut quelque chose de spécial, quelque chose de terrifiant. C'est sûrement pour cela que nous avons pris le chemin de Blackbriar Lane. C'est sûrement pour cela que nous sommes allés chercher le décrépit, dans toute sa gloire maudite. C'est sûrement pour cela que j'ai vu quelqu'un mourir. Mais je vais trop vite. Reprenons depuis le début. C'était le 31 octobre. L'air était vif, les feuilles rouges et dorées, et le quartier brillait de citrouilles sculptées sous une lune éclatante. Il y avait dans l'air une promesse de malice, de mystère et de meurtre. Plus tôt dans la semaine, un garçon était mort. On avait retrouvé son corps flottant dans la rivière, comme s'il se baignait, sauf qu'il était tout habillé. Et sans tête. Identifier un corps sans tête, ni dents, ce n'est pas chose facile. Mais apparemment, ça l'était. La mère de Greggy Hall, un garçon adorable, avait eu la bonne idée de coudre son nom sur le côté de sa veste. Et tout à coup, le mystère de son identité était résolu. Affaire classée. Mais pourquoi était-il mort, sans tête, flottant dans la rivière alors qu'il aurait dû dormir dans son lit? Un accident? Une mauvaise blague? Ou bien quelqu'un de malade et cruel avait-il décidé de verser le sang, et Greggy n'avait-il été qu'une cible facile? Personne ne savait. Pas le shérif, pas sa mère, pas un seul habitant de la ville. Mais les secrets, voyez-vous, ne durent jamais éternellement. Celui-ci n'a même pas tenu une semaine. C'est Andy et moi qui avons compris ce qu'il s'était passé, tard dans la nuit d'Halloween. Nous avions pris le chemin de Blackbriar Lane, celui qui menait à la forêt de Shelton Wood, là où on avait retrouvé le corps décapité de Greggy Hall. Avant de continuer, il faut que je dise que je ne veux manquer de respect à Greggy. C'était un bon garçon, gentil et curieux. Mais cette nuit-là, au cœur d'octobre, il était devenu bien plus qu'un simple enfant. Il était devenu une légende, une histoire de fantôme bien réelle. Cette nuit-là, Greggy Hall est devenu la raison pour laquelle je ne fête plus Halloween. Cette nuit-là, j'ai traversé le pont de Blackbriar avec Andy Delton, et nous sommes entrés ensemble dans Shelton Wood. Les arbres de cette forêt ne ressemblent à aucun autre. Ils sont si denses qu'ils semblent s'écraser les uns contre les autres, se battre pour un peu d'espace.
Sous le couvert de Sheltan, peu importe la lune, pleine ou croissante, on n'y voit rien. L'obscurité y est totale. Nous utilisions nos lampes pour avancer, essayant de ne pas accrocher nos costumes aux branches. Ma mère avait passé un mois entier à coudre ma tenue de Dracula, et Andy avait économisé pendant 6 mois pour acheter celle de Spider-Man. Nous n'avions pas l'intention de ressortir de là avec des déchirures partout. Pas question. Mais nous avions une mission. Andy et moi savions quelque chose que ni le shérif, ni la mère de Greggy, ni même le pasteur ne savaient. Nous savions que Greggy avait parlé de voix dans les bois, sur le chemin de l'école. Qu'il disait avoir vu quelque chose l'observer depuis les arbres. Nous le savions parce que sa sœur, Sally, était dans notre classe. Elle nous avait raconté à quel point leur mère était religieuse, presque fanatique. Elle nous avait dit que cette femme avait convaincu le pasteur de mener un exorcisme sur sa propre fille dans ces mêmes bois. Elle pensait que la paranoïa de leur mère avait fini par contaminer Greggy. Alors quand Greggy a commencé à dire qu'il entendait des voix et voyait des choses, nous avons cru que c'était des histoires d'enfants. Des inventions. Après tout, il ne parlait pas d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il parlait d'un quelque chose. D'un monstre. Et même dans ce coin reculé du monde, nous savions bien que les monstres n'existaient pas. Ou du moins, c'est ce que nous pensions. Jusqu'à ce que la tête de Greggy disparaisse, et que tout le monde commence à douter. Nous avons rapporté tout cela à la police, mais ils ont ri. Ils ont rangé nos déclarations dans un tiroir et nous ont dit qu'ils s'en occuperaient. Les enfants parlaient d'un bois hanté, le pasteur voulait en interdire l'accès. La ville entière semblait devenir folle. Alors nous avons décidé de chercher nous-mêmes. Nous avions pensé inviter Sally, mais elle voulait faire son deuil. C'était compréhensible. De toute façon, notre enquête n'était censée être qu'une reconnaissance. Nous n'avions pas prévu de croiser la créature qui avait traqué Greggy Hall. Nous n'avions pas prévu de nous battre pour nos vies. Mais les choses ne se passent jamais comme prévu. Nous avons erré 1 heure dans Sheltan avant de réaliser que nous étions perdus. Nous suivions la rivière, puis Andy a dit avoir entendu des murmures derrière une colline. Nous sommes montés voir. Il n'y avait rien. Juste des pins et de l'obscurité. Quand nous avons voulu redescendre, la rivière avait disparu. Nous avons tenté de retrouver notre chemin, en vain. Puis, d'un coup, le silence. Plus de vent, plus d'insectes, plus un bruit. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son du monde. Nous nous sommes arrêtés, attentifs, et c'est là que nous l'avons vue. Une silhouette perchée dans les arbres, 2 fois plus grande qu'un homme, avec de grands yeux blancs et un long cou tordu. Elle cliquetait. Le bruit ne venait pas de sa bouche, mais de ses mains. Ses doigts, longs et déformés, se multipliaient comme des branches. Chacun grattait l'écorce du tronc, produisant ce son sec et nerveux. Andy a essayé de lui parler, de lui demander ce qu'elle faisait là, si elle était responsable de la mort de Greggy Hall. Mais avant qu'il n'ait fini sa phrase, la créature a serré la branche d'une telle force qu'elle s'est brisée. Elle est tombée. Je pensais qu'elle allait s'écraser, que tout serait fini, mais elle a poussé un cri suraigu et, en battant l'air de ses mains garnies de doigts, elle s'est remise à flotter. Ses yeux sont devenus un tourbillon de couleurs impossibles, des teintes de sang, de bile et d'hématomes. Elle a foncé sur nous. Je me suis jeté au sol, mais la chose a attrapé Andy. Elle l'a saisi par la tête, avec des pieds qui ressemblaient à des mâchoires pleines de dents blanches. En un instant, je savais que je ne reverrais jamais mon ami. Et lui aussi le savait. Il a crié, s'est débattu, mais ce n'a duré que quelques secondes. Les mâchoires se sont refermées et sa tête a éclaté comme une citrouille creuse, me couvrant de sang. Alors j'ai couru. Je ne savais pas où aller. Je savais seulement que je devais fuir. Mes poumons brûlaient, mon cœur cognait contre ma poitrine. J'ai arraché ma cape de Dracula, de peur de trébucher, et j'ai continué à courir jusqu'à en perdre le souffle. Mais ça ne suffisait pas. La créature s'est abattue devant moi, immense, plus de 2,60 m de haut, les yeux en fusion. Elle m'a parlé d'une voix grave et brisée, si basse que j'ai d'abord cru avoir rêvé. Elle m'a demandé si je la cherchais.
J'ai murmuré que c'était elle qui avait tué Greggy. Elle a répondu que oui, et à la lumière de la lune, j'ai vu ses bras hérissés de doigts, ses jambes terminées par des bouches pleines de dents. Elle marchait sur ses propres mâchoires. Je lui ai demandé qui elle était, si elle était bien le décrépit. Elle a inspiré un souffle glacé qui sentait la rouille et la cendre, puis a répondu « Je suis toi ». J'ai reculé, pris de vertige, incapable de comprendre. Elle n'a rien ajouté. Elle a avancé, les yeux tournoyant plus vite encore, ses dents claquant dans l'air. Soudain, une voix a retenti derrière moi, prononçant un mot étrange, « Peller ». La bête a reculé, son long cou se tordant. Ses yeux se sont éteints, son corps s'est replié sur lui-même, et dans un tourbillon de feuilles mortes, elle a disparu. Je suis resté là, tremblant, respirant à grandes goulées. Le bruit de la rivière est revenu, les insectes ont repris leur chant, et la lune a semblé plus claire. Le monde était redevenu réel. Et c'est alors que j'ai vu le pasteur. Il se tenait près de l'eau, me demandant si j'allais bien. J'ai répondu que non, que mon ami était mort. Il a hoché la tête, regardant mon visage couvert de sang. Il m'a demandé pourquoi nous étions venus. Je lui ai expliqué que la créature avait tué Greggy et que nous voulions des preuves. Le pasteur a dit qu'il n'existait pas de preuve du décrépit. Qu'il n'était pas fait de chair et de sang, mais de peur. Qu'il se nourrissait de ceux qui cherchaient les cauchemars. Puis il a ajouté que c'était lui qui l'avait amené ici, lorsqu'il avait exorcisé Sally Hall. Il avait tenté de le détruire, mais n'avait pu que l'enchaîner à cette forêt. Il m'a pris par l'épaule et m'a raccompagné chez moi, en parlant de son projet de faire interdire Shelton Wood. De la transformer en lieu de mémoire. Et la semaine suivante, ce fut fait. La forêt fut fermée. Plus personne n'y retourna. Les années ont passé. J'ai grandi. Mais je n'ai plus jamais fêté Halloween. Cette nuit me rappelle trop Greggy, Andy, et le décrépit aux 1000 doigts. Et pourtant, ce soir, quelque chose a gelé mon sang. Dans le ciel d'Halloween, entre les nuages et la lune, j'ai aperçu une silhouette. Un oiseau géant. Un oiseau aux mains couvertes de doigts. Un oiseau aux pieds garnis de dents. N'ouvrez pas votre porte aux petits-enfants pendant Halloween. Oui, vous m'avez bien entendu. N'ouvrez pas votre porte aux enfants ce soir-là. Ne les laissez pas voir l'intérieur de votre maison, ni deviner ce qui pourrait vous rendre vulnérable. La raison paraît simple, mais en réalité, elle ne l'est pas du tout. C'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Ce que je sais, en revanche, c'est que si vous ne faites pas attention à ces petits, les choses peuvent dégénérer plus vite que vous ne pourriez dire des bonbons ou un sort. Il y a quelques années, le soir d'Halloween, j'étais assise chez moi, attendant que mes enfants rentrent de leur tournée de bonbons, tout en donnant des friandises à d'autres gosses. J'attendais désespérément que mon mari revienne pour m'aider. Malgré la réputation sinistre d'Halloween, on se disait qu'à notre époque, les vieilles légendes de la veille de la Toussaint, quand les esprits erraient dans les rues et que les démons pouvaient surgir au détour d'un coin sombre, tout cela appartenait au passé. Mais non. Au bout d'une heure, une petite fille s'est approchée de ma porte. Elle était sans doute l'une des créatures les plus adorables que j'ai jamais vues. Ses cheveux blonds descendaient jusqu'à ses épaules, et elle portait une robe rouge à pois blancs. Ses chaussures s'illuminaient à chaque pas, et elle m'arrivait à la hanche. Ses yeux étaient d'un bleu éclatant, et son sourire, d'une innocence désarmante. Je lui ai tendu des bonbons. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Elle n'avait même pas de sac. J'aurais dû comprendre qu'elle observait attentivement l'intérieur de ma maison, comme si elle cherchait quelque chose, un point faible à exploiter. Mais son visage était si mignon. Je l'ai regardée avec étonnement, et elle a simplement dit qu'elle s'était trompée de maison. J'aurais dû tiquer. Sa voix n'était pas naturelle. On aurait dit un assemblage de mots, comme si quelqu'un avait découpé et recollé des sons pour former des phrases. C'était étrange, presque inhumain. Mais encore une fois, son visage d'ange. Elle est repartie en sautillant, et je ne l'ai jamais revue.
Si l'histoire s'était arrêtée là, je n'en parlerais pas ici. Et je ne vous dirai pas de ne pas ouvrir votre porte aux enfants pendant Halloween. Mais la suite est beaucoup plus troublante. Quelques heures plus tard, mon fils est rentré à la maison. Quelque chose clochait. Il était seul. Il m'a dit que la mère de son ami voulait me parler, à propos d'une réunion du conseil d'école. Déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Sa voix avait la même tonalité étrange que celle de la fillette. Et puis, je ne fais même pas partie du conseil d'école. C'était clairement suspect. Mais c'était mon fils. Comment aurais-je pu douter de lui? Je l'ai donc suivi pour aller voir cette soi-disant mère. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'on ne prenait pas le bon chemin. Je lui ai dit calmement que la maison de Madame Friick était dans l'autre direction. Il m'a assuré qu'elle rendait visite à une amie et qu'elle m'attendait là-bas. J'ai soupiré et continué à le suivre, malgré le malaise qui montait en moi. Nous nous enfoncions dans les bois. Quand je lui ai demandé si cet ami vivait dans la forêt, il m'a répondu que oui, dans une cabane en rondin. C'en était trop. Mon fils ne m'appelait jamais « mère ». Il disait « ma », parfois « maman », quand il voulait me convaincre d'acheter quelque chose. Mais jamais « mère ». J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai forcé à se tourner vers moi. J'ai commencé à lui dire que je voulais savoir où se trouvait mon vrai fils. C'est alors que son cou s'est tordu. Sa tête est partie d'un côté, puis de l'autre, dans un craquement atroce. Et ça a continué, encore et encore, jusqu'à ce que son cou s'allonge démesurément. Une autre tête s'est formée au sommet, monstrueuse, tandis que le visage de mon fils pendait au bout, comme une lanterne de pêcheur des abysses. Ses bras se sont transformés en griffes, son corps s'est déformé en une masse grise, épaisse et tremblante, et ses jambes se sont terminées par deux longues serres. La créature s'est mise à me pourchasser. J'ai couru, des heures durant, à travers les bois, me cachant parfois derrière des arbres. Mais elle me retrouvait toujours, flairant ma peur. Puis, j'ai regardé ma montre. Minuit. Le monstre a poussé un hurlement strident, comme brûlé par un acide invisible, avant de disparaître, comme s'il n'avait jamais existé. Le lendemain matin, la police a retrouvé plusieurs corps dissimulés dans les bois. Parmi eux, mon fils, son ami Jared, Madame Friick, et la petite fille de ma porte. Les corps étaient vidés de tout sang et de tout organe, découpés proprement en morceaux. Comme si quelqu'un les portait. Alors, pourquoi j'écris tout cela aujourd'hui? Parce que chaque année, d'autres disparaissent. Les cadavres sont retrouvés de la même façon, au matin. Et mes voisins m'ont dit qu'ils entendaient des voix d'enfants, déformés, suppliant qu'on les laisse entrer dans ma maison. Je ne les laisserai pas me traquer. Je vais les trouver et les tuer, pour mon fils. Pour mes amis. Par une soirée d'Halloween en 1993, une famille qui se rendait à Cheyenne s'arrêta au milieu d'une route déserte après avoir aperçu une fillette d'une dizaine d'années marchant seule. Inquiets de la voir errer ainsi sans ses parents au beau milieu de nulle part, ils décidèrent de lui venir en aide. L'enfant portait un costume d'Halloween, un déguisement de squelette, et fut plus tard décrite à la police comme désorientée et confuse. Lorsqu'ils lui demandèrent ce qu'elle faisait seule sur cette route, elle expliqua qu'elle cherchait à rentrer chez elle, dans sa ville natale, Ataraxia Springs. Le père sortit une carte routière de la voiture, mais découvrit rapidement qu'aucune ville de ce nom n'existait dans tout le Wyoming. Cet enfant, seul sur la route en cette nuit d'Halloween, c'était moi. Les événements relatés ce soir-là furent rigoureusement documentés, et personne ne conteste la manière dont j'ai été retrouvé. Ce que personne n'a jamais compris, en revanche, c'est comment j'avais pu me retrouver là, seul, au milieu de nulle part. Aucun signalement d'enfant disparu ne correspondait à ma description, et malgré les informations que j'avais données, le nom complet de mes parents, leur numéro de téléphone, on ne les retrouva jamais. Tout ce que les enquêteurs avaient, c'était mon propre récit de cette nuit. Un récit que personne ne voulait croire. Au fil des années, et après de longues séances de thérapie, j'en étais venu à ne plus y croire non plus.
J'avais fini par accepter la version la plus rationnelle, que j'avais sans doute été kidnappé par des trafiquants, ou peut-être même né dans cet enfer, et que mon esprit avait choisi d'oublier en inventant sa propre vérité. On m'avait appris que, lorsque les souvenirs contredisent la réalité, ce sont les souvenirs qui mentent, jamais l'inverse. Cela me semblait logique, et peu à peu, j'avais fait la paix avec l'idée que mon enfance n'était qu'un mensonge. Ce n'est que la semaine dernière que j'ai eu des raisons de revisiter ces souvenirs. Quelque chose s'est produit, quelque chose qui a ébranlé toutes mes certitudes acquises au fil de ces années de thérapie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de raconter mon histoire à nouveau. En partie pour moi-même, pour mettre mes souvenirs sur le papier et leur donner une existence concrète, mais aussi pour ceux qui, peut-être, ont vécu quelque chose de similaire et se demandent si ce vieux souvenir étrange qu'ils croient inventer ne serait pas, en réalité, bien réel. Certains détails de ce récit proviennent du journal que j'avais tenu après ma découverte, mais je me souviens encore de la plupart des événements avec une clarté troublante. Et je me souviens d'Ataraxia Springs. La ville s'était construite autour d'un ancien sanatorium pour tuberculeux, fermé à la fin des années 20 après la découverte des antibiotiques. Cette histoire faisait partie de notre identité, et on nous l'enseignait dès l'école. Le sanatorium se trouvait de l'autre côté du lac, juste en face de la ville, et les adolescents aimaient se raconter, les soirs d'été, d'effrayantes légendes à son sujet, autour du feu de camp, pendant que son ombre menaçante se reflétait à la surface de l'eau. En dehors de cette part sombre de son histoire, Ataraxia Springs ressemblait à n'importe quelle petite ville américaine. Mes parents, mes véritables parents, pas mes parents adoptifs, étaient bons avec ma sœur aînée et moi. Nous avions une enfance heureuse dans un quartier tranquille. Rien, dans mes souvenirs, ne semble anormal, jusqu'à cette fameuse nuit. Halloween était une véritable institution dans notre voisinage, et chaque année, tout le monde rivalisait d'imagination pour les costumes. Cette année-là ne faisait pas exception. L'air était chargé d'excitation, et j'adorais mon déguisement de squelette que mon père m'avait acheté. Ma sœur, un peu plus âgée, était déjà presque trop grande pour aller chercher des bonbons, mais elle avait promis de m'accompagner, laissant nos parents à la maison pour distribuer des friandises, et, sans doute, profiter un peu de leur soirée. Tout se passait bien jusqu'à ce que les amis de ma sœur arrivent sur leur vélo. Ils s'appelaient Ryan, Johnny et Ashley. Je les détestais. Ils étaient considérés comme les voyous du quartier et adoraient se moquer de moi. Ils annoncèrent qu'ils comptaient aller explorer le vieux sanatorium, persuadés que c'était la nuit idéale pour ça. Ils taquinèrent ma sœur, lui reprochant d'être encombrée par sa petite sœur. J'avais peur, et je sentais déjà que la soirée tournerait mal. Malgré mes supplications, ma sœur céda à leur moquerie et décida de m'emmener avec eux, prétendant que ce serait une aventure amusante, comme dans les films que j'aimais tant. Je n'étais pas d'accord, mais elle insista. Elle ne voulait pas rater une occasion de passer du temps avec ses amis, surtout avec Ryan. Je compris que j'étais de trop. Nous prîmes nos vélos et traversâmes la forêt par un sentier chaotique. Le soleil déclinait, et l'obscurité tombait vite. Leur rire résonnait entre les arbres comme ceux de hyènes. Mon cœur battait de plus en plus fort. Le lac était calme, noir comme un miroir. Les vélos furent laissés dans le sable. Ma sœur me prit la main et m'entraîna vers un vieux hangar à bateau au bord de l'eau. À travers les planches brisées, j'aperçus l'autre rive, où se dressait le sanatorium, massif et silencieux, semblable à un château maudit. Dans le hangar, il y avait une barque abandonnée. L'eau s'infiltrait à l'intérieur, et les vagues la faisaient grincer doucement. J'étais terrifié. L'idée de traverser le lac me glaçait le sang. Mais ma sœur me fit monter avec elle. Ryan saisit les rames. À chaque mouvement du bateau, je serrais le manteau de ma sœur de toutes mes forces. Il riait et plaisantait. L'un d'eux raconta qu'un couple avait disparu dans cette région 20 ans plus tôt, et que le seul homme retrouvé prétendait être le disparu, bien que son âge ait rendu cela impossible. L'homme s'était pendu avant de pouvoir être interrogé. Ces histoires me donnaient la chair de poule. Nous atteignîmes la rive opposée, juste en dessous du sanatorium. L'air y sentait la vase et la pourriture. Les roseaux craquaient sous nos pas. Même ma sœur semblait nerveuse.
Le bâtiment se dressait au-dessus de nous, immense, ses fenêtres béantes comme des orbites vides. Ryan voulut entrer, mais les portes principales étaient verrouillées. Nous fîmes le tour et trouvâmes une petite porte rouillée à demi enfouie sous les broussailles. Elle s'ouvrit facilement. À l'intérieur, l'air était froid et humide. Le feu de la lampe Zippo de Ryan révéla un couloir couvert de graffitis. L'un d'eux, peint en rouge sang, disait « Si tu as fermé la porte, il est déjà trop tard ». À ces mots, une panique s'empara du groupe. La porte refusa de s'ouvrir à nouveau, et même les garçons, d'abord bravaches, commencèrent à crier. Ils décidèrent de chercher un autre moyen de sortir. Nous marchâmes longtemps dans le sous-sol jusqu'à tomber sur un escalier qui menait à un ancien service d'hospitalisation. Les lits rouillés étaient encore alignés sous de hautes fenêtres. Sur l'un d'eux reposait un corps desséché, réduit à l'état de momie. L'une des filles hurla en reconnaissant sa propre montre au poignet du cadavre. Personne ne comprit. Nous nous éloignâmes, terrifiés. L'atmosphère devenait plus oppressante à mesure que nous avancions. Nous arrivâmes dans une petite bibliothèque délabrée. L'une des filles découvrit une sphère dorée posée au sol. L'objet brillait d'un éclat irréel. Nous restâmes fascinés jusqu'à ce qu'un bruit retentisse dans le couloir. Quelque chose se traînait lentement vers nous, accompagné d'un bruit de gloussement et de coassement étouffé. La chose apparut enfin. C'était une énorme tête grise, ridée, qui se déplaçait à l'aide de deux bras monstrueux sortant de ses tempes. Ses yeux n'étaient autres que deux sphères dorées identiques à celles que nous avions trouvées. Ses lèvres noires remuaient en émettant un son guttural, presque joyeux. L'horreur nous pétrifia. Ryan et Johnny mirent le feu à des livres et lancèrent les flammes sur la créature. Elle recula en hurlant. Nous profitâmes de ce moment pour fuir, mais Ashley fut attrapé par les jambes et happé dans la gueule de la bête. Ses cris résonnent encore dans ma mémoire. Nous continuâmes à courir, poursuivis par ses gémissements. Nous traversâmes des couloirs sans fin, des escaliers, des salles d'opération, comme si le bâtiment s'étendait à l'infini. Un peu plus loin, nous découvrîmes une piscine vide au fond de laquelle gisaient plusieurs autres sphères dorées. Des bruits se mirent à venir de toutes parts. Une ombre descendit du plafond, une créature dotée de 8 longues pattes jaillit d'une fissure dans le mur. Nous réussîmes à lui échapper de justesse. Mais, peu après, Johnny s'effondra, pris de convulsions après qu'un insecte étrange se fût glissé dans son nez. Son dos se déchira sous la poussée de pattes monstrueuses. Devant nos yeux, il se transforma en un autre de ces êtres rampants qui disparut en hurlant dans le noir. Mon esprit bascula dans un état second. Tout autour de nous semblait se dissoudre. Nous courûmes jusqu'à une pièce au fond de laquelle brillait une lumière. Ma sœur aperçut une fente dans le mur, semblable à une déchirure dans l'air. Elle affirma que cela sentait l'extérieur. Mais avant que nous puissions franchir le passage, la créature aux yeux dorés refit surface. Ma sœur et Ryan poussèrent un piano contre la porte pour la bloquer. Ryan fut saisi par l'un des bras du monstre et, avant d'être dévoré, cria à ma sœur qu'il l'aimait. Elle n'hésita pas. Elle me prit dans ses bras et me jeta à travers la faille. Je tombai dans une forêt obscure. Derrière moi, la déchirure se refermait. Ma sœur allait sauter quand la fissure disparut complètement. Je courus à travers les bois, sanglotant, jusqu'à atteindre la route. C'est là que la famille me trouva, cette nuit d'Halloween. Pendant des années, on me persuada que cette histoire n'était qu'un délire né d'un traumatisme, un souvenir reconstruit pour survivre. J'avais fini par y croire. Mais la semaine dernière, tout changea. Un homme d'âge moyen frappa à ma porte. Il disait avoir trouvé une lettre parmi les affaires de son arrière-arrière-grand-mère, en France. L'enveloppe portait mon nom, à remettre à ma sœur, Melissa Johansson, si jamais elle est retrouvée après ma mort. Elle était datée de 1970. Je tremblais en l'ouvrant. La lettre racontait la vie d'une jeune fille mystérieusement apparue dans le Wyoming en 1889, affirmant venir d'une ville nommée Ataraxia Springs. Elle avait survécu à 2 guerres mondiales, vu l'homme marcher sur la Lune, s'était mariée, avait eu un fils qu'elle avait appelé Ryan, et avait vécu le reste de sa vie en Europe.
L'homme qui me remit la lettre me confia qu'elle avait toujours cherché sa sœur, sans jamais parler de son passé à personne. En découvrant les vieux rapports de police sur une fillette prétendant venir d'Ataraxia Springs, il avait compris que ce n'était pas une coïncidence. Je fondis en larmes. Ma sœur avait survécu. Je ne la reverrai jamais, mais elle avait vécu. Elle avait eu une vie longue, libre et belle. La lettre se terminait ainsi, toutes ces années, et je pense encore à toi chaque jour. Tu me manques. Et dans le silence de ma cuisine, les yeux noyés de larmes, je murmurai, toi aussi, tu me manques. Je n'avais pas acheté de friandises pour Halloween. Depuis, les farces n'ont cessé de me hanter. Oui, je sais, j'aurais dû le faire. C'est si simple, acheter quelques bonbons, même de mauvaise qualité, les poser devant la porte, sans même avoir à affronter les enfants. Mais je venais d'hériter d'une ferme, et la restaurer demandait tant de travail que j'ai simplement oublié. De toute façon, je ne pensais pas que les enfants du coin viendraient jusqu'à cet endroit si isolé et lugubre. Et pourtant, ils sont venus. Je n'avais rien décoré non plus. Lorsque j'ai entendu un chœur de voix enfantines crier à ma porte, je suis resté parfaitement immobile, espérant qu'ils me croiraient absente. La maison était restée vide pendant des mois avant mon arrivée. Après une minute ou deux de silence, ils ont répété, plus fort cette fois, leur joyeuse menace d'Halloween. Leur voix se mêlait au vent, déformée, étrange, presque surnaturelle. Puis, un nouveau silence. Et soudain, tous ensemble, ils ont déclaré qu'ils savaient que Tati était là. Cette phrase dite à l'unisson m'a glacé le sang. Aucun groupe d'enfants n'était jamais aussi coordonné. Et comment savaient-ils que j'étais à l'intérieur? Je n'avais pas de voisins à des kilomètres à la ronde. 10 minutes plus tard, j'avais retrouvé assez de calme pour reprendre ma soirée, sans oser pour autant sortir ni faire le moindre bruit. Le lendemain matin, je m'attendais à retrouver quelques dégâts, des bottes de foin renversées, un pot de peinture éventré, n'importe quoi. Mais rien. Soulagé, j'ai commencé à penser que tout allait bien. Peut-être avais-je été un peu trop rude, et qu'il serait temps d'aller rencontrer mes voisins et leurs enfants. Ce n'est que quelques heures plus tard, en allant nourrir les poules, que j'ai compris que quelque chose clochait. Dès que j'ai ouvert la porte de la grange, les bêtes se sont mises à s'agiter follement. Puis l'odeur m'a frappé, ce n'était pas celle habituelle des animaux et de leur déjection. C'était celle de la mort. J'ai vite repéré 2 de mes poules, décapitées, leurs têtes arrachées nettes. J'ai dû retenir un haut-le-cœur avant de calmer les survivantes. Je n'avais qu'une 50aine de volailles, élevées surtout pour les œufs, et je faisais toujours en sorte, quand je devais en tuer une, de le faire sans douleur, avec respect, en utilisant tout de l'animal. Arracher la tête d'un être vivant de cette façon me paraissait monstrueux, contre nature. J'ai enfilé des gants, nettoyé le sang, nourri les autres poules, puis j'ai pleuré pendant des heures. C'était le 1er novembre. Quelque chose était entré dans ma grange. Mais quoi? Si un renard ou un coyote s'était approché, les poules auraient hurlé, et je les aurais entendues. Je dors d'un sommeil léger. Le 2 novembre, décidé à ne pas me laisser abattre, j'ai commencé ma journée de travail, mais ma résolution s'est effondrée dès que j'ai ouvert la porte, 4 rats morts m'attendaient sur le seuil. Dans le vent, j'ai cru entendre des rires d'enfants au loin. Peut-être mon imagination. Mal à l'aise, j'ai réparé une grande partie de la clôture, incapable de supporter l'idée de rester dehors après la tombée du jour. La nuit, j'ai avalé une poignée d'aspirine pour trouver le sommeil. Le 3 novembre, 6 chauves-souris mortes gisaient dans mon salon. Leurs ailes avaient été transpercées, attachées entre elles comme une sinistre guirlande d'anniversaire. Comme pour les autres animaux, je les ai brûlées, un enterrement symbolique. Mais je n'ai pas pu travailler ce jour-là. Trop, c'était trop. J'ai fini par appeler Lizzie, ma meilleure amie, hôtesse de l'air. Elle était enfin chez elle, à quelques centaines de kilomètres. Je lui ai raconté les événements étranges. Sa légèreté habituelle a presque réussi à me faire sourire. Elle s'est moquée,
affirmant que les enfants étaient maudits et que je n'avais qu'à acheter des bonbons pour les apaiser. Elle avait raison. L'idée était simple, mais brillante. J'ai promis de le faire. Puis nous avons parlé de la ferme et de mon projet de la restaurer avant de la vendre. Maman me l'avait léguée à sa mort, après que mon frère Nat eut refusé de s'en occuper. Avec mon diplôme d'architecture et tout mon temps libre, c'était devenu mon objectif, 6 mois de rénovation, puis un nouveau départ. Lizzie m'a conseillé de rester quelques jours chez mon frère si la situation empirait. Nous n'étions pas très proches, mais sa compassion récente depuis la mort de maman me touchait. J'ai promis de le prévenir. Le 4 novembre, j'ai dû prendre du Valium pour dormir, et à mon réveil, ma chambre était envahie d'oiseaux morts. Leurs petits corps jonchaient le sol, et l'odeur était insupportable. J'ai voulu pleurer, mais la nausée a pris le dessus. J'ai appelé Nat. Je lui ai simplement dit que je ne me sentais pas en sécurité, sans entrer dans les détails. Il m'a proposé de me prêter une arme, mais j'ai refusé. Tirer sur un enfant? Ou sur un fantôme? Ridicule. J'ai dit que j'allais bientôt terminer les rénovations, puis prendre un hôtel. Il s'est inquiété, a insisté pour que je vienne chez lui si quoi que ce soit d'autre arrivait. Sa sollicitude m'a ému. Grâce à cela, j'ai trouvé la force de nettoyer et de terminer la maison principale. Mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque craquement me faisait sursauter. Le 5 novembre, je craignais le pire. 10 animaux morts, peut-être. Pourtant, rien. Pas un bruit, pas une trace. Soulagé, je suis allé dans la maison d'amis où je dormais encore, et j'ai éclaté de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Sous ma couverture, j'avais disposé quelques oreillers, comme pour simuler un corps endormi. Et là, sur la tête du faux corps, trônait celle d'un raton laveur, les yeux arrachés, avec un petit mot à côté. On ne te laissera pas tranquille avant le prochain Halloween. Cette fois, j'en avais assez. J'ai décidé de partir. Avant de rejoindre Nat, j'ai fait un détour pour acheter des bonbons. Le soir même, je suis arrivé chez mon frère sans prévenir. Je lui ai tendu mon sac avec un grand sourire. Sharon, sa femme, et sa mère se sont figées, la fourchette suspendue dans les airs. Je leur ai raconté avec un enthousiasme dérangeant que la ferme était hantée, mais que je trouvais cela charmant, que j'adorais ce genre d'étrangeté. Nat m'a observé comme si j'étais devenue folle. J'ai ajouté que je comptais vivre là-bas pour toujours, mais que je voulais dormir ici le temps d'une désinfection. Sharon m'a proposé du thé d'une voix douce, pleine de pitié. J'ai accepté avec un grand sourire, attendant patiemment qu'elle me le serve. Puis, à peine la tasse brûlante entre les mains, je me suis précipité vers la porte. Derrière moi, Sharon a crié à Nat de m'empêcher de m'enfuir. Les policiers attendaient dehors. Mes voisins avaient témoigné, leurs enfants n'étaient jamais allés faire la tournée des bonbons chez moi. Le chef avait accepté d'enquêter sur la possibilité que Nat, Sharon et la mère de cette dernière aient voulu m'effrayer pour me pousser à abandonner la propriété. Le thé était empoisonné. Ils ont été arrêtés. Mais le plus étrange, c'est que Nat a juré qu'il n'avait rien fait la nuit d'Halloween, ni tué mes animaux. Il s'était contenté d'espionner et d'essayer de me terroriser les jours suivants. Je ne l'ai pas cru. Pas jusqu'à ce que je trouve, dans mon verre de vin, un doigt humain. Je restais assis calmement près de la porte, un fusil à pompe à la main. Halloween venait de commencer, et j'attendais avec angoisse la séance annuelle des bonbons ou un sort. Comme toujours, j'avais éteint toutes les lumières, barricadé les fenêtres et retiré toute indication de présence à l'entrée. D'ordinaire, cela suffisait, mais cette fois, j'étais nerveux. Mon seul regard sur le monde extérieur passait par le minuscule judas de la porte. Par ce petit trou, je pouvais voir des centaines de petites créatures défiler dans la rue, toutes vêtues de costumes monstrueux et difformes. Je murmurais pour moi-même que ces horreurs feraient mieux de rester loin de ma maison. Si l'une d'elles s'approchait de la porte, j'étais prêt à tirer. Pourtant, cela ne me donnerait qu'une maigre chance de fuir.
Elles étaient trop nombreuses, et chaque année, leur nombre augmentait. Mon seul espoir résidait dans le silence. Mon attention se fixa sur l'une d'entre elles, une petite créature sans visage. Je me demandais comment elle pouvait manger sans bouche. Ma question trouva sa réponse lorsqu'une ouverture béante se forma sur son abdomen, révélant plusieurs rangées de dents acérées. Je frissonnai et détournai les yeux vers un autre monstre, une abomination sans bras ni tête, qui se traînait au sol en utilisant des tentacules sombres. Mais au milieu de cette scène infernale, un mouvement différent attira mon regard. C'était un enfant. Pour une raison que je ne comprenais pas, un véritable enfant semblait s'être égaré dans ce cauchemar d'Halloween, essayant désespérément de fuir. Il ne criait pas, ne demandait pas d'aide. Il voulait simplement s'échapper. Je restai figé quelques secondes, incapable de comprendre ce que je voyais. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'un piège. Puis il trébucha. Quelque chose se réveilla alors en moi, un instinct que je n'avais pas ressenti depuis des années. Sans réfléchir, je défonçai la porte et me précipitai dehors. L'enfant n'était pas loin, juste de l'autre côté de la rue, mais je savais que nos chances de survie étaient minces. Je devais essayer. Je traversai la masse de silhouettes masquées, qui semblaient n'être que des enfants déguisés. En quelques secondes, j'atteignis le garçon. Avant que je ne puisse le relever, l'une des créatures bondit sur nous. Je levai mon fusil et tirai. Sa tête, qui ressemblait étrangement à celle de Mickey Mouse, éclata en morceaux. La créature s'effondra, mais elle n'était pas morte, elle rampa au sol, cherchant à nous agripper. Je hissai l'enfant sur ses pieds et nous regagnâmes ma maison en courant. Nous avions échappé au pire, mais ma cachette était désormais compromise. Il savait où nous étions, et la porte ne tiendrait pas longtemps. Je demandai au garçon ce qu'il faisait dehors. Il expliqua, la voix tremblante, qu'il rentrait chez lui avant le couvre-feu, mais que les monstres étaient arrivés plus tôt cette année. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans et semblait exténué. Je voulus savoir où étaient ses parents. Il éclata en sanglots, expliquant qu'ils étaient morts, tués par les créatures. Les coups se faisaient déjà entendre contre la porte. Malgré leur apparence enfantine, ces êtres étaient incroyablement forts et intelligents. Le garçon me demanda ce que nous allions faire. Je n'avais pas de réponse. Mon esprit refusait de réfléchir. Je ne pouvais qu'essayer de comprendre comment tout cela avait commencé. Les premières créatures étaient apparues des années plus tôt. À l'époque, Halloween se déroulait comme toujours. Les rues étaient décorées, les enfants couraient dans tous les sens, déguisés de 1000 façons. J'avais même préparé des bonbons faits maison, des seringues en plastique remplies de gélatine rouge. Les enfants en raffolaient. Mais cette année-là, l'un d'eux disparut sans laisser de traces. Aucun adulte n'avait été témoin, mais d'après les autres enfants, un être sans visage rôdait parmi eux. Ils avaient cru à un simple déguisement, jusqu'à ce que la peau du monstre commence à se détacher et que des tentacules poussent sur sa tête. En tentant de fuir, l'un des enfants fut saisi et emporté. On ne le revit jamais. Les autorités rejetèrent les témoignages des enfants, les jugeant incohérents, et lancèrent une enquête inutile. L'année suivante, la présence d'adultes devint obligatoire pour accompagner les enfants pendant la tournée des bonbons. Malgré cela, encore plus de disparitions eurent lieu, chez les enfants comme chez les adultes. Et ainsi, année après année, la situation empira, jusqu'à ce que la vérité s'impose. Halloween fut interdit. Un couvre-feu obligatoire tomba à 17h. Ceux qui restaient enfermés survivaient généralement, mais ceux qui osaient sortir après la tombée de la nuit ne revenaient jamais. Le garçon répéta sa question. Que pouvions-nous faire? Je venais de sauver sa vie, mais notre répit serait bref. Je devais agir avant que la porte ne cède. Si ma famille avait encore été là, je n'aurais jamais ouvert, mais il faisait partie des premières victimes. Il ne me restait plus rien à perdre. Je pensais un instant à fuir par la porte arrière, mais cela nous exposerait immédiatement. Je devais trouver un moyen de sauver le garçon, même si cela devait me coûter la vie. Après quelques secondes de réflexion, je pris ma décision.
Il fallait l'amener en sécurité. Je le guidai vers la sortie arrière. Le temps pressait. Je lui demandai s'il connaissait Monsieur Jackson, le voisin. Il acquiesça, c'était l'un des rares à offrir refuge à ceux qui cherchaient à se cacher pendant Halloween. Il verrouillait toujours sa maison à la tombée de la nuit, mais si je parvenais à distraire les créatures, le garçon aurait peut-être une chance d'attirer son attention. Je lui expliquai qu'il devait courir jusqu'à chez lui, grimper par la gouttière et frapper à la fenêtre de la chambre. Il hocha la tête, tremblant de peur, puis demanda ce que je comptais faire. Je répondis que j'allais rester pour lui faire gagner du temps, avant de le pousser doucement dehors. Je pointai mon fusil vers la porte d'entrée. Elle se fissurait déjà. J'eus tout juste le temps de tirer sur la première créature qui entra. Le coup la repoussa, ainsi que les autres, mais ce n'était qu'un court répit. Le bruit attira toute la horde. Je reculai à l'étage et me barricadai dans ma chambre. Je savais que je ne tiendrais pas longtemps. En vérifiant mes munitions, je compris que je ne pourrais en abattre que quelques-uns au mieux. Il me restait à peine 1 minute avant qu'il ne force la porte. J'enregistrai alors ce message, mes dernières paroles sur cette terre, pour expliquer que je ne m'étais pas sacrifié en vain. Je vis dans un pays où, malheureusement, Halloween n'est pas une grande fête. En réalité, ce n'est presque pas une fête du tout, et cette idée me déçoit profondément. J'ai 19 ans, je m'ennuie dans une petite ville où tout le monde agit encore comme à 14 ans. C'est pour cela que j'étais folle de joie en apprenant qu'une fête d'Halloween aurait lieu dans une ville voisine, un peu plus grande, et que j'y étais invité. En vérité, tout le monde l'était. J'étais tombé sur le site par hasard, en traînant sur Internet. Le design était adorable, bien fait, et donnait envie. J'étais pleine d'attentes. J'avais acheté quelques vêtements dans une friperie, les avais personnalisés, commandé du maquillage artistique en ligne et passé des heures à regarder des tutoriels sur YouTube. J'avais décidé de me peindre le visage comme une calavra, un crâne sucré, parce que cela paraissait simple à faire. J'avais même fait un essai la veille pour voir si le résultat me convenait. Bien sûr, le test s'était révélé bien plus réussi que le maquillage du jour même. Je peignis donc mon visage, enfilai mon costume, pris quelques photos pour Instagram et conduisis pendant 2 heures la voiture de ma mère, puisque je n'en avais pas encore une à moi. Chez nous, c'est le printemps à Halloween. Quelle déception! L'air était chaud et humide. Je dus garder la climatisation presque glaciale tout le trajet pour ne pas ruiner mon maquillage. Malgré la chaleur, la route fut agréable. Je me sentais bien, chantant à tue-tête pour me mettre dans l'ambiance. L'adresse était facile à trouver. Il s'agissait d'une petite librairie à la façade en bois, avec un balcon au 2e étage, débordant de fleurs. On devinait que c'était la maison du propriétaire. Elle se trouvait dans une ruelle étroite mais charmante, bordée de petites boutiques mignonnes. J'arrivai vers 9h du soir et trouvai facilement une place pour me garer. La rue était complètement vide, sûrement parce que les magasins fermaient tôt. On entendait de la musique étouffée venir de la librairie. La porte était entr'ouverte. Je me dépêchai d'y entrer pour échapper à l'humidité poisseuse. À peine avais-je approché qu'une voix chaleureuse me salua. C'était Evelyne, qui portait un magnifique masque de calavra, bien plus beau que mon maquillage. À sa silhouette, elle semblait être une jeune adulte, sans doute dans la vingtaine. À côté de la porte, 2 grandes coupes pleines de friandises typiques étaient posées sur de petites tables. La décoration était superbe, des bougies électriques semblant vraies, des citrouilles finement sculptées, des ballons oranges, des chauves-souris en papier sur les murs. La table principale était recouverte d'un grand drap blanc marqué de 2 yeux noirs pour imiter un fantôme. C'était adorable. Il y avait une 12aine de personnes en tout. Étrange, pour une fête qui avait son propre site, mais logique vu la taille réduite de la librairie, qui ne comptait que 3 étagères de livres. Je me présentai, ravi, en complimentant le masque d'Evelyne. L'endroit respirait la convivialité et, pour la première fois de ma vie, j'étais réellement enthousiaste à l'idée de rencontrer des gens.
J'eus même le sentiment de trouver enfin ma place quelque part. Evelyne me présenta son mari, Polo, un homme à la voix grave et douce, qui portait un masque d'Osiris richement travaillé. Tandis qu'Evelyne portait une simple robe noire, lui était habillé avec élégance. Je me sentis tout de suite à l'aise. La musique était parfaite, ni trop forte ni trop faible. On pouvait discuter, danser ou simplement s'asseoir et grignoter. Chacun semblait profiter à sa manière. Je mangeais des douceurs délicieuses, parlais de livres, ris, dansais et même flirtais un peu avec un garçon dont le masque blanc était entouré d'un ouroboro minutieusement dessiné. Tous, sauf moi, portaient un masque. Je demandai à ce garçon, Daniel, s'il s'agissait d'un bal masqué. Il rit doucement, me dit que non, qu'ils aimaient simplement les masques, et ajouta que je semblais magnifique avec mon maquillage. Je le remerciai, puis lui demandai pourquoi la librairie n'avait que 3 étagères. Il détourna un instant les yeux, mal à l'aise, avant de m'expliquer que le reste des livres se trouvait à l'étage pour laisser de la place à la fête, là où vivaient Evelyne et Polo. Je appris que la boutique appartenait à Evelyne, héritée de sa mère, et que Daniel la connaissait depuis l'enfance. En examinant les rayonnages, je remarquai qu'il contenait surtout des livres presque neufs datant de 2013 et 2014, ainsi que de belles éditions de Stephen King et d'Agatha Christie. J'en repérai un, dit Petit Nègre, dans une édition ancienne, et demandai si je pouvais l'acheter. Evelyne sembla très surprise, presque trop, avant de s'excuser en disant qu'il n'était pas à vendre, qu'il faisait partie de sa collection personnelle. Je me sentis un peu gêné, mais l'impression passa vite. L'ambiance était trop agréable pour que je m'y attarde. Tout le monde était si gentil, si accueillant. Je n'avais jamais été traité ainsi. Je me sentais enfin heureuse. Je pris des photos avec mes nouveaux amis, espérant garder le contact, mais chacun me répondit vaguement lorsqu'en je proposais d'échanger nos réseaux. Certains disaient ne pas être sur les réseaux sociaux, d'autres me proposaient de leur donner mon adresse e-mail sans jamais promettre de répondre. Vers 3 heures du matin, Evelyne annonça que la fête était terminée. Cela me sembla étrange, car d'habitude les soirées se terminent petit à petit, mais je supposais qu'il travaillait le lendemain. Je proposai mon aide pour remettre les étagères en place, mais Evelyne, après un regard échangé avec Daniel, déclina poliment, me remerciant chaleureusement et me disant que j'étais une bonne amie. Je pris congé et rentrai chez moi sans encombre, trop heureuse pour trouver le sommeil. Le lendemain, ma mère me réveilla en frappant à la porte. Elle me demanda si j'étais malade, inquiète de me voir dormir si tard. Je lui répondis que non, simplement fatigué, avant de remarquer que j'avais dormi 13 heures d'affilée. Quand elle sortit, j'attrapai mon téléphone pour revoir les photos de la veille. Je voulais me rappeler ces instants, revoir Daniel, peut-être deviner son visage derrière le masque. Mais je ne pus pas. Les miniatures paraissaient normales, mais lorsque j'en ouvrais une, la photo montrait seulement moi, seul, dans un lieu sombre. J'essayais de faire une capture d'écran, mais l'image se modifiait elle aussi. Après avoir redémarré le téléphone, même les miniatures devinrent corrompues. Je tentais de retourner sur le site de la fête, mais il avait disparu. Impossible de le retrouver, même dans mon historique. Je ne me souvenais pas du nom de la librairie. Je n'avais même pas remarqué d'enseigne. Je cherchais donc son adresse sur Internet, et le résultat me glaça. Un article de mars 2014 annonçait « Un terrible incendie détruit la librairie Atna, 9 morts et 3 blessés ». Les mains tremblantes, je poursuivis mes recherches. Un autre article, daté du 1er novembre 2014, parlait d'un commerçant affirmant avoir vu des mouvements à l'intérieur de la librairie brûlée, la police soupçonnant des adolescents. En 2016, un autre disait que les magasins de la rue fermaient les uns après les autres, que les habitants disaient ne plus s'y sentir en sécurité. Je voulus aller vérifier immédiatement, mais ma mère avait besoin de la voiture, et le dernier bus était déjà parti. Je n'avais personne à qui demander de m'accompagner. Je décidai d'attendre le lendemain. Le matin venu, je partis tôt, le cœur lourd. En arrivant, je découvris une rue déserte, presque morte.
Les jolies petites boutiques étaient fermées, les vitrines poussiéreuses, les trottoirs jonchés d'ordures. Et à la place de la librairie d'Evelyne, il n'y avait plus qu'un terrain noirci, des murs effondrés, des traces de feu. Plus de façades en bois, plus de fleurs au balcon. Seulement la perte, palpable. Je franchis une porte à moitié calcinée. À l'intérieur, il n'y avait que des débris et 3 étagères tordues, fondues. Je retournai à la voiture et pleurai longtemps, pensant à mes amis disparus, à leur vie volée, et à la mienne, qui paraissait soudain vide sans eux. Pourquoi raconter cette histoire de l'Halloween dernier? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu un email. J'ai essayé d'y répondre, mais le message ne partait pas. Evelyne et Polo m'invitent à leur fête, encore une fois. Dois-je y aller? Aujourd'hui, je vais te raconter la nuit d'Halloween 2022, l'une des plus étranges et des plus dérangeantes que j'ai vécues, aussi bien au magasin que dans ma vie. Tout a commencé au début de mon service, à 8 heures du soir. Pendant les 12 heures de travail qui m'attendaient, il pleuvait et un épais brouillard enveloppait les alentours. J'étais un peu nerveux, craignant une panne de courant ou quelque autre incident. Au départ, tout semblait normal. Émilie et moi discutions tout en servant les rares clients venus acheter des friandises. 2 d'entre eux, des femmes âgées du village, l'une d'environ 75 ans, l'autre 80, nous avertirent cependant que de mauvaises choses allaient se produire cette nuit-là. Nous leur demandâmes ce qu'elles voulaient dire, et elles répondirent que les créatures les plus terrifiantes sortaient pendant la nuit d'Halloween et que des portails s'ouvraient vers d'autres mondes inconnus. Émilie ne les croyait pas vraiment. Moi, si. À cette époque, ma collègue était encore très sceptique, même si, avant cette nuit, des événements étranges s'étaient déjà produits dans le magasin et dans la ville. Aujourd'hui, elle ne doute plus. Vers 11 heures, les choses commencèrent à devenir étranges. Une jeune fille entra dans le magasin. Elle paraissait avoir 16 ans, la peau pâle, les yeux noisettes. Elle portait un sweat bleu foncé, un pantalon noir et des baskets. À son poignet gauche, 4 bracelets, et à son poignet droit, une montre digitale blanche. Elle avait des bagues aux doigts, des boucles d'oreilles, des cheveux lisses et sombres, et de grandes lunettes transparentes. Elle salua d'une voix calme et timide. Émilie s'approcha pour l'aider et la jeune fille demanda une poche de chips et une bouteille de Pepsi. Émilie, fidèle à elle-même, répondit avec entrain et lui indiqua le prix. La jeune fille eut alors un sourire étrange, inclina la tête, et lentement, la retira de son cou. L'image reste gravée dans mes cauchemars. Sa tête se détacha dans un bruit écœurant d'os et de chair déchirée. Le sang jaillit en gerbes. C'était terrifiant. Pourtant, la jeune fille riait doucement, d'un rire banal, presque joyeux, comme si elle regardait une vidéo amusante sur Internet. Émilie cria de toutes ses forces. Moi, je restais paralysé, incapable de comprendre ce que je voyais. La jeune fille plaça ensuite sa tête sur le comptoir. La bouche articula calmement quelques mots pour dire qu'elle avait terminé, avant que ses yeux ne roulent en arrière. Quelques secondes plus tard, le corps sans tête s'effondra puis disparut sans laisser de traces. Nous restâmes figés un moment avant de décider quoi faire. Finalement, nous conclûmes que j'allais enterrer la tête et qu'Émilie nettoierait le sang et effacerait les images des caméras de sécurité. Personne n'a jamais découvert ce qui s'était passé. Aujourd'hui encore, la tête demeure enterrée. La peur ne nous quitta pas jusqu'à minuit. Il était alors le 1er novembre, le jour de mon 19e anniversaire. Nous réussîmes à nous détendre un peu, et Émilie m'offrit un jeu Xbox en cadeau et nous bavardâmes pour oublier ce qui venait de se produire. Mais vers 1 heure du matin, une nouvelle visite nous glaça le sang. Le « homme citrouille » fit son apparition. Il portait un costume gris avec une cravate noire, des gants et des chaussures assorties. Il mesurait environ 2,40 m. Sa tête était une énorme citrouille, percée d'yeux, d'un nez et d'une bouche d'où jaillissait une intense lumière jaune. Dans cette tête creuse se trouvait un grand trou rempli de bonbons. Il entra en s'exclamant joyeusement et posa sa citrouille sur le comptoir comme un panier, réclamant des friandises. Sa voix était aiguë, presque caricaturale.
Émilie pâlit. Je lui demandai d'une voix tremblante ce qu'il voulait dire. Le monstre répéta sa demande en levant les mains. À ce moment-là, John, un homme du village d'une cinquantaine d'années, entra dans le magasin et se figea sur place. L'étrange créature se tourna vers lui et répéta sa question. John, paniqué, bredouilla qu'il n'avait pas de bonbons. Le monstre sortit alors un grand couteau de sa poche et le pointa sur lui. Il lui ordonna d'en acheter. John balbutia encore un refus. En un éclair, la créature le trancha en deux. Les deux moitiés tombèrent au sol avant de disparaître, comme le corps de la jeune fille quelques heures plus tôt. Émilie et moi hurlâmes de terreur. L'être se tourna vers nous et demanda à nouveau, d'une voix lente et menaçante, s'il aurait des friandises cette fois. Je me précipitai vers l'étagère, pris une grande quantité de bonbons et les déposai dans la citrouille, en balbutiant des excuses. La créature nous remercia joyeusement, remit son panier sous le bras et quitta le magasin en sifflotant, l'air satisfait. Le reste de la nuit se passa sans incident, mais nous fûmes incapables de retrouver notre calme. Le lendemain, on apprit qu'un homme citrouille avait été aperçu dans les rues du village. Il demandait des bonbons et tuait ceux qui refusaient. Ce soir-là, il fit 5 victimes, 4 enfants et un adulte, John. Mon voisin ne fait jamais les choses à moitié pour Halloween. Il installe tout ce qu'il peut, un sinistre faucheur aux yeux rouges qui brillent, une femme animatronique assise sur une balançoire, les cheveux noirs cachant son visage, un clown terrifiant. Mes enfants adorent leur mise en scène. Moi, pas du tout. Ces décorations restent allumées jusqu'à minuit, grinçant, clignotant et faisant du bruit juste devant ma fenêtre. Un soir, ma fille m'a demandé avec enthousiasme si j'avais vu la nouvelle décoration que les voisins avaient installée. Je lui ai répondu que non. Elle a sauté presque sur place, impatiente de me montrer. Je l'ai suivie à contre-cœur jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Elle a écarté les rideaux et a pointé du doigt vers le jardin d'en face. Elle m'a dit que la nouvelle se trouvait là, au centre de la pelouse, sous le grand chêne. Contrairement aux autres, celle-ci n'était pas éclairée. Pas de lumière noire, pas de stroboscope. Rien du tout. Je lui ai demandé comment on était censé la voir dans le noir. Elle a levé les yeux au ciel et m'a répondu que c'était justement ça, l'intérêt. C'était effrayant parce qu'on ne pouvait pas la distinguer clairement, que tout reposait sur le mystère. Je lui ai dit que ça semblait être une perte d'argent. Je me suis penché pour mieux voir. La silhouette semblait humaine, grande, probablement près d'1,80 m, vêtue de vêtements sombres. Elle restait parfaitement immobile, à peine éclairée par les éclairs du stroboscope près du clown meurtrier. Un frisson m'a parcouru le dos. C'était vrai que c'était un peu effrayant. Avant que je puisse examiner davantage, la voix de ma femme a retenti dans la maison, paniquée, me demandant de lui apporter des lingettes tout de suite, suivi des cris de notre fils de 2 ans. J'ai lâché les rideaux et je suis parti. Le lendemain, la silhouette avait disparu. Le clown se tenait toujours dans les buissons, son large sourire figé. La fille sur la balançoire oscillait doucement, les cheveux devant le visage. Le faucheur agitait ses haillons au vent. Je devais admettre que ranger cette mystérieuse décoration à l'intérieur pendant la journée était une bonne idée. À la lumière du soleil, les autres perdaient toute leur aura inquiétante. Le visage peint du clown ne suivait pas les reliefs du plastique. Les cheveux de la fille brillaient comme du nylon. Quant au faucheur, tout son corps n'était qu'un morceau de tissu. En voyant mon voisin Ned ratisser les feuilles dans son jardin, je lui ai dit que j'aimais bien sa nouvelle décoration d'Halloween. Il a levé la tête, souriant, avant de me demander laquelle. J'ai répondu que je parlais de celle sous le chêne. Son sourire a vacillé, et son regard a glissé vers le sol. Il a dit que oui, elle était nouvelle cette année, tout en traînant son râteau sur un coin de terre fraîchement retourné. Il a ajouté qu'il mettait beaucoup de travail dans ses décorations. Je lui ai dit que ça se voyait, que ma fille n'arrêtait pas d'en parler. Il a ri. Je lui ai demandé comment allait sa famille, ajoutant que je n'avais pas vu sa femme depuis longtemps.
J'ai précisé que j'avais croisé son fils sortant les poubelles, mais pas elle. Son visage s'est figé. Le bruit du râteau s'est fait plus sec contre la terre. Le faucheur a bougé doucement dans le vent. Il a dit qu'elle était occupée, d'un ton bas, avant de disparaître dans la maison. Je l'ai regardé s'éloigner, pensif. Je savais qu'ils avaient eu des problèmes de couple. Peut-être qu'elle avait fini par le quitter. Ce soir-là, la silhouette était de retour. Je n'avais même pas vu Ned la remettre en place. Elle était simplement apparue, sous le grand chêne. Le ciel était dégagé, et la lune l'éclairait faiblement. Elle semblait représenter un homme, grand, aux bras anormalement longs pendant le long du corps. Sa tête penchait sur le côté, d'un angle impossible, comme si son cou était brisé. C'était particulièrement troublant. Je reculais pour fermer les stores quand j'ai vu un mouvement. Pas dans la cour, mais sur le trottoir. Deux jeunes hommes s'étaient arrêtés pour admirer les décorations. Leur voix me parvenait faiblement à travers la vitre, l'un se demandait ce que c'était, l'autre disait vouloir regarder de plus près. Ils sont entrés sur la pelouse de Ned. L'un d'eux a laissé échapper un « Waouh ». L'autre a dit que c'était une décoration impressionnante, ajoutant que le sang paraissait presque vrai. Ils s'approchaient de la maison. Puis tout est arrivé d'un coup. Une main a saisi le bras de l'un des garçons. Il a ouvert la bouche pour crier, mais avant qu'il puisse réagir, la porte d'entrée s'est ouverte brusquement et il a été tiré à l'intérieur. L'autre a essayé de fuir, mais une autre main l'a attrapé et l'a poussé à son tour dans la maison. La porte s'est refermée aussitôt. Je suis resté là, pétrifié, incapable de bouger, le souffle coupé. Ce que je venais de voir était réel. La silhouette sous le chêne n'avait pas bougé. Ce n'était pas elle qui avait attrapé les garçons. Quand la porte s'était ouverte, j'avais aperçu, éclairé un instant, une forme grotesque de Frankenstein en plastique. Et la personne qui avait saisi les deux jeunes n'était autre qu'une femme. Grande, mince, aux longs cheveux blonds. La femme de Ned. Elle traversa la pelouse avec un léger sourire, prit dans sa main une perruque noire et emmêlée qu'elle sortit d'un coin de sa robe déchirée. Elle la remit sur sa tête, arrangea les mèches pour qu'elles lui tombent sur le visage, puis s'assit sur la balançoire. Et elle cessa de bouger. Chaque Halloween, je reçois la visite du même enfant déguisé. Je le vois en ce moment même, debout de l'autre côté de la route, tourné vers la fenêtre de mon salon. Il mesure environ 1,40 m, la taille moyenne d'un garçon de 9 ou 10 ans, je dirais. Je ne peux pas en être certaine, à cause de son costume, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi. Il s'agit d'un simple drap, en lambeaux, effiloché sur les bords, déchiré à plusieurs endroits, avec des trous grossièrement découpés au niveau du visage et du torse. D'une certaine manière, cela me rappelle les caricatures des vieux dessins animés de Peanuts, et c'est pour cette raison que je l'ai surnommé Charlie. Charlie et moi avons conclu un pacte silencieux au fil de ces 3 dernières années. Je ne le dérange pas et il ne me dérange pas. Tout cela remonte à ce qui s'est passé le tout premier Halloween après mon emménagement. Je n'avais pas prévu de veiller aussi tard, mais mon ami Matt m'avait invité à une fête. C'était le genre de personne à qui il était impossible de dire non. Je suis parti de chez moi vers 9h30. La plupart des enfants étaient déjà passés. C'est alors que je l'ai aperçu dans mon rétroviseur. Il tenait un seau en plastique en forme de citrouille vide et me fixait droit dans les yeux pendant que je préparais ma voiture à reculer. Je me souviens de la surprise. C'était étrange de voir un enfant dehors à cette heure-là. J'ai arrêté la voiture et suis sorti pour le réprimander. En traversant la rue, je lui ai demandé ce qu'il faisait là, s'il savait que ses parents devaient être morts d'inquiétude, et comment il s'appelait. Il ne répondit pas. Il resta simplement là, serrant son seau de bonbons contre lui, me regardant fixement. Cette attitude me mit mal à l'aise, mais aussi en colère. Je lui ordonnai de me répondre, avancer vers lui et tenter de le prendre par le bras pour le ramener vers mon allée. Je voulais appeler ses parents, qu'ils viennent le chercher, qu'ils lui fassent la leçon.
Rien de tout cela ne se produisit. Au moment où je touchais son bras, mon corps entier se figea. Ce n'était pas qu'il résistait ou qu'il se débattait. Non, j'étais paralysé, incapable du moindre mouvement. J'eus à peine la force de relâcher sa manche. Une sensation glaciale m'envahit, mes jambes tremblaient, ma respiration devint haletante. Je crus d'abord à une illusion, à un malaise. Peut-être était-ce une farce. Je m'accroupis pour regarder de plus près. Sous le drap, il portait un jean usé, sali de boue, ses chevilles nues maculées de terre. Pas de chaussettes, pas de chaussures. Je me redressai, les mains sur les hanches, tentant de reprendre contenance. Je lui demandai encore son nom, mais il resta muet. Alors, je le menaçai d'appeler la police. Il ne bougea pas. Je sortis mon téléphone, juste pour lui montrer que je ne plaisantais pas. Il continua à me fixer, impassible. J'appelai tout de même la police, plus par inquiétude que par colère. Quelque chose n'allait pas. Après avoir parlé à un officier, je retournai vers ma voiture pour prendre mon sac. 10 longues minutes passèrent, pendant lesquelles l'enfant ne cessa de me regarder. Puis, enfin, une voiture de patrouille arriva. Les agents descendirent leurs vitres et me demandèrent ce qui se passait. J'expliquai la situation, soulagé. Mais lorsqu'ils regardèrent le garçon, leur attitude changea. Le premier déclara calmement qu'il n'y avait rien d'inquiétant, que je pouvais rentrer chez moi. Je crus mal entendre. Je protestai, parlant de couvre-feu, de négligence. Le second officier répondit que le couvre-feu ne s'appliquait que les soirs d'école et que le garçon ne faisait de mal à personne. Ils me laissèrent une carte de visite et s'éloignèrent. Je retournai vers le garçon, la gorge serrée. Ma voix tremblait quand je lui dis que ce n'était plus drôle. Je me forçai à le toucher à nouveau. La même paralysie m'envahit, mais cette fois, il se passa autre chose. Une voix résonna dans ma tête. Pas un son, mais une vibration glaciale, ancienne, qui me transperça l'esprit. Elle me dit de m'éloigner. Ce n'était pas la voix d'un enfant. Ce n'était pas même une voix humaine. Elle avait quelque chose de démoniaque, d'immémorial, et son écho me laissa un sentiment de vide et de désespoir absolu. Je m'enfuis jusqu'à ma voiture et appelai Matt, en larmes, le suppliant de venir. Il mit 1 heure à arriver. Cette heure-là fut interminable. La peur se répandait lentement dans mes veines. J'avais l'impression qu'aucun endroit n'était sûr. Me cacher me semblait absurde, mais rester dehors l'était encore plus. Était-ce vraiment un enfant? Ou quelque chose d'autre? D'innommable? Quand Matt arriva enfin, il avait l'air inquiet mais aussi agacé. Il pensa d'abord que je plaisantais. Il s'approcha du garçon avec un sourire, lui adressa quelques mots, tenta de le faire bouger. Je savais ce qui allait arriver. En le touchant, Matt se figea à son tour. Son visage se vida de toutes couleurs, ses yeux s'écarquillèrent. Il recula brutalement, trébucha presque, avant de se redresser, livide. Sans un mot, il retourna à sa voiture. Il me lança un regard paniqué et me dit de laisser le garçon tranquille, articulant chaque mot comme un avertissement. Puis il partit. Quand il ne resta plus que moi et l'enfant, la nausée revint. J'entrai chez moi et verrouillai la porte. Je restai assise près de la fenêtre, incapable de détourner le regard de lui, jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Pas la moindre trace de pas, pas même la terre qu'il avait traînée sur le trottoir. Comme s'il n'avait jamais existé. J'essayai d'appeler Matt, sans succès. En me rendant chez lui, j'appris qu'il avait disparu. Son colocataire n'avait aucune nouvelle. Plus personne ne l'avait revu. Je fis un signalement à la police, pour Matt et pour le garçon. Rien n'en résulta. Peu à peu, j'essayai de reprendre une vie normale. J'y parvins presque. Jusqu'à l'année suivante. Charlie revint. Cette fois, je compris sans l'ombre d'un doute qu'il n'était pas humain. Un spectre, une présence. Mon angoisse revint de plus belle. Je n'osais pas sortir.
Peu après minuit, prise d'un mélange de peur et de courage ivre, je décidai de l'affronter. Je m'approchai de lui, chancelante. À la lumière des réverbères, je tentai de distinguer ses yeux sous le drap, mais il n'y avait rien. Aucun éclat, aucune pupille. Peut-être n'avait-il pas de visage. Cette pensée me glaça. Je perdis courage et rentrai chez moi en pleurant. Les mois passèrent. Je repensais souvent à lui. À Charlie. Était-il un fantôme? Pourquoi apparaissait-il ici? Mon esprit inventa une histoire. Celle d'un enfant oublié, élevé par des parents indifférents qui ne prenaient pas le temps de lui fabriquer un costume ni de l'emmener faire la tournée des maisons. Un soir, furieux, il aurait crié qu'il les détestait, avant de s'enfuir, vêtu d'un vieux drap, des ciseaux rouillés à la main. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite. Un accident? Un enlèvement? Je n'en ai aucune idée. Mais cette année, j'ai pris une décision. Je vais rompre notre pacte. Je vais aller vers lui. Je sens que Charlie est devenu ma responsabilité. 2 issues sont possibles, aucune n'est rassurante. La première consiste à m'adresser à la chose qui le retient ici. À cette force ancienne et obscure qui le condamne à errer chaque Halloween devant ma maison. Peut-être comprendra-t-elle mes intentions si je lui montre de la compassion. Peut-être acceptera-t-elle un échange. Je suis prête à prendre la place de Charlie, pour qu'il soit libre. Si cela échoue, je suivrai la seconde voie, parler directement à Charlie, lui dire que rien de tout cela n'est sa faute. Qu'il n'est pas responsable de la peur qu'il m'a inspirée, ni de ce qui est arrivé à Matt. Il est un enfant, innocent, et il mérite la paix. Je vais sortir de ma maison, aller à sa rencontre, lui dire tout ce qu'il doit entendre, et je prendrai sa main. Cette fois, je ne la lâcherai pas. Peut-être ne pourrai-je jamais le faire. Et cela me va. Au moins, Charlie ne sera plus seul. J'aimais bien Ben, vraiment. C'était un type sympa. On avait passé de bons moments ensemble à la fac, à traîner dans le dortoir, aller à des soirées, faire toutes ces idioties que font les étudiants. Il était cool, mais il avait un petit côté prétentieux. Enfin, lui, il disait plutôt artistique. Il se croyait très intelligent et passait beaucoup de temps à vouloir le prouver à tout le monde. Il tenait un blog consacré à la critique de films mais pas les grands, non. Seulement des petites productions indépendantes, parce que rien d'autre ne valait son temps. Quand il se mettait dans cet état-là, il devenait franchement insupportable. Ce qu'il faisait de plus agaçant, c'était le performance article. Je ne veux pas être celui qui dit que toute performance artistique est stupide. Mais, oui, non, toute performance artistique est stupide. Se mettre en scène pour peindre un portrait de Jésus avec sa propre urine n'a rien d'original ni de profond. Peut-être que je suis un peu blasé, mais ça m'a toujours paru forcé. Malheureusement, Ben adorait ça. Il trouvait qu'il y avait quelque chose de magnifique dans l'art vivant, et il y consacrait un temps embarrassant. Après la fac, on s'était revus quelques fois, surtout pour boire un coup et aller dans un strip club ou deux. Il considérait ça comme de l'art aussi, ce qui me convenait très bien, puisque ça me donnait une excuse pour dépenser quelques billets. On ne se voyait pas souvent, alors j'ai eu un mauvais pressentiment quand il m'a contacté environ un mois avant Halloween. Il m'avait appelé un samedi matin, vers 7 heures, bien trop tôt pour que j'aie envie de parler. Encore à moitié endormi, j'avais décroché, et il s'était mis à parler sans s'arrêter, comme s'il craignait de perdre son courage s'il faisait une pause. Il me disait qu'il avait besoin d'aide pour une nouvelle performance, que ce serait génial, que ça se passerait le soir d'Halloween, et qu'il me paierait $50 pour ça. Je n'avais jamais eu d'opinion particulière sur Halloween, et je suis du genre facile à convaincre. $50 pour probablement m'occuper d'une machine à fumer ou de je ne sais quoi. Marché conclu. Pour le bon prix, je pouvais même faire semblant d'aimer ça. Après tout, c'est aussi à ça que servent les amis. Quelques jours plus tard, il m'avait envoyé un mail avec les détails. Et là, j'étais resté un moment devant l'écran, stupéfait. Je savais que la performance pouvait être provocante, parfois risquée,
mais là, c'était de la pure folie. Il m'expliquait qu'il voulait créer une œuvre intitulée « La Renaissance du vampire ». Selon lui, les vampires modernes dans les médias étaient devenus des caricatures mièvres et brillantes, bien loin des créatures terrifiantes de jadis. Il voulait ramener l'essence du mythe, le sang, la mort, la peur. Et pour cela, il comptait enterrer le vampire littéralement. Il disait qu'il allait se faire enterrer vivant dans un cercueil équipé d'un tuyau d'aération, de quelques vivres et d'une lampe de poche. Les spectateurs, après avoir suivi une série d'indices disséminés en ville, devaient venir le ressusciter en le déterrant. Mon rôle, à moi, c'était de le recouvrir de terre, de m'assurer que tout se passe bien et de prévenir les secours si quelque chose tournait mal. Il me disait que c'était totalement sûr, qu'il n'y avait aucun risque, que le cercueil était solide et qu'il voulait seulement que je sois là pour le soutenir et faire le sale boulot. Il ajoutait qu'il augmenterait ma paie à $100 si nécessaire. Je relus son message plusieurs fois, incapable de croire ce que je voyais. Tout son blabla sur l'art et les vampires ne masquait pas la réalité, il voulait que je l'enterre vivant. Je lui avais écrit pour lui demander s'il était vraiment sûr de ce qu'il faisait. Sa réponse avait été sans hésitation. Et il avait ajouté une phrase qui m'était restée, « L'art doit être un peu dangereux pour être réel ». Un mois plus tard, je me tenais devant une tombe. Elle faisait bien 6 pieds de profondeur, parfaitement creusée. Au fond reposait un cercueil noir laqué, orné d'un crâne blanc peint à la main. Dans l'œil du crâne, un trou laissait dépasser un tuyau de PVC, et juste en dessous, une citation de Dracula. Je restais planté là, l'air idiot, en attendant que Ben arrive. J'avais fini par accepter son idée absurde. Ben était têtu, et s'il n'avait pas pu compter sur moi, il aurait trouvé quelqu'un d'autre. C'était l'excuse que je m'étais donnée. Mais, au fond, sa phrase résonnait encore dans ma tête, « L'art doit être un peu dangereux pour être réel ». J'avais dû faire plus de travail que prévu, notamment en plaçant ces stupides indices autour de la ville. Ce n'était pas difficile, juste long. Il avait déjà installé la tombe quelques jours avant Halloween, dans un coin reculé des bois, à l'abri de toute perturbation. J'avais essayé de le convaincre de ne pas creuser aussi profond, lui expliquant que, si un problème survenait, je mettrais trop de temps à le sortir. Mais il avait insisté, disant qu'il fallait que tout soit fait comme il faut. Il m'avait répété sa phrase, encore. L'art devait être un peu dangereux pour être réel. Alors j'avais haussé les épaules et laissé faire. Quand il était arrivé, déguisé en Dracula bon marché, j'avais eu du mal à ne pas rire. Ses fausses dents en plastique, ses cheveux gominés et ce ridicule pic sur le front le rendaient presque pathétique. Il m'avait expliqué que c'était une critique du commerce autour des vampires modernes, et m'avait tendu un talkie-walkie, puisque son téléphone ne capterait pas sous terre. Je l'avais regardé descendre dans le cercueil. Il semblait étrangement calme. J'avais ajusté le tuyau et commencé à jeter la terre, lentement d'abord, puis plus vite, jusqu'à ce que tout soit recouvert. Une fois la tombe rebouchée, je m'étais assis contre un arbre, attendant les spectateurs. 3 heures passèrent. Personne n'était venu. De temps en temps, Ben m'appelait à la radio pour savoir si quelqu'un approchait. Je lui répondais que non, tout en me demandant combien de temps il tiendrait avant de craquer. À 10 heures, toujours rien. Sa voix avait fini par grésiller dans l'appareil, hésitante. Il disait que les participants ne viendraient probablement pas et me demandait de le sortir. Je pris une gorgée de bière et laissai échapper un soupir. Bien sûr qu'ils ne viendraient pas. Le dernier indice, celui qui devait les conduire à lui, se trouvait toujours dans ma poche. Lorsqu'il rappela, je coupai le talkie-walkie. Je n'en avais plus besoin. Je ramassai un peu de terre fraîche et la versai dans le tuyau. D'abord, j'entendis des cris étouffés, puis des coups sourds. Il frappait sur le cercueil. Je souris et continuai à remplir le tuyau. Les bruits devinrent plus désespérés. Il criait, tapait, suppliait. Une chaleur étrange m'envahit. C'était grisant, plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Parfait. Divin. Quand le son s'affaiblit, je bourrai un mouchoir dans le tuyau pour bien le boucher.
Il ne lui restait plus que quelques heures, tout au plus. Son angoisse ferait le reste. Plus tard, je rejoignis le groupe de participants qui s'étaient perdus à cause du dernier indice. Je jouai le rôle du bon ami agacé, les réprimandai pour leur retard, puis les conduisis jusqu'à la tombe. Il était presque minuit. Ils écoutèrent en silence le discours préparé par Ben que je récitais à sa place, une tirade pompeuse sur la renaissance du vampire et la mort du mythe moderne. Ensuite, ils commencèrent à creuser, enthousiastes. Quand le cercueil apparut, 2 hommes l'ouvrirent et hurlèrent. Le corps de Ben reposait là, gris, couvert de poussière et de sang séché. Ses doigts étaient en lambeaux, ses ongles arrachés, les parois du couvercle griffées de toutes parts. Les spectateurs restèrent figés, ne sachant pas si cela faisait partie du spectacle. Quelques secondes plus tard, la panique s'installa. Ils appelèrent les secours, criant, se détournant, fascinés et horrifiés à la fois. Personne ne faisait attention à moi. Et c'était très bien ainsi. Ils admiraient mon œuvre. Celle du véritable artiste. Enfin, je venais de créer quelque chose de réel. J'avais trouvé mon sacrifice. Et c'était un triomphe. Ben avait eu raison. Un homme de principe ne ment pas, je lui devais ma révélation. L'art devait être un peu dangereux pour être réel. J'étais un enfant comme les autres. Dire que j'adorais Halloween serait un euphémisme. C'était la période de l'année que j'attendais le plus avec impatience. Je me souviens qu'à 9 ans, j'étais fou de joie à l'idée de porter mon nouveau costume de Dark Vador et d'aller frapper aux portes, panier à la main, pour le remplir des friandises les plus délicieuses. Adulte, j'étais toujours celui qui décorait sa maison jusque dans les moindres détails, qui faisait des réserves de bonbons et qui se déguisait lui-même pour accueillir les enfants venant frapper à ma porte. Mais j'ai bien dit j'étais. Car depuis ce qui s'est passé l'année dernière, je n'attends plus Halloween avec enthousiasme. J'en ai peur. Voici pourquoi mon amour pour cette fête s'est transformé en terreur. J'avais 23 ans à l'époque. J'avais passé chaque après-midi de la semaine précédant Halloween à décorer l'extérieur de ma maison avec soin. Les citrouilles sculptées, les guirlandes lumineuses installées, et même la sonnette transformée pour faire résonner un rire de sorcière. Ce soir-là, j'étais parti plus tôt du travail pour avoir le temps de me transformer en Dracula, costume et maquillage compris. La soirée avait commencé comme toutes les autres. Les enfants défilaient, rayonnant de joie lorsque je leur tendais des bonbons de première qualité. Même les parents me remerciaient d'entrer dans le jeu des déguisements de leurs enfants avec autant de ferveur. Puis la nuit avança, et les sonneries se firent de plus en plus rares. J'étais satisfait du résultat de mes préparatifs, fier de cette soirée réussie. Alors que je m'essuyais le visage pour retirer le maquillage blanc, encore vêtu de mon costume, la sonnette retentit une dernière fois. Il me restait des friandises, et je pensais qu'il devait s'agir d'un enfant un peu plus âgé, ou d'un adolescent, venu tardivement. Une seule sonnerie se transforma en plusieurs, puis des coups retentirent à la porte. Une voix se fit entendre, étouffée, sans que je puisse comprendre ce qu'elle disait. Je me hâtai d'ouvrir, un sourire aux lèvres, sourire qui s'effaça aussitôt lorsqu'un enfant au teint blafard entra précipitamment, verrouilla la porte derrière lui et s'y adossa en tremblant. Il supplia qu'on l'aide. Je le pris par la main et l'emmenai dans le salon. Il expliqua qu'il était poursuivi. Quand je lui demandai par qui, il secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il répéta qu'il allait arriver, qu'il fallait l'aider. À peine avait-il prononcé ces mots que des coups sourds retentirent contre la porte. Ils étaient d'une force inouïe, si violents que le couloir en vibrait. Le garçon, terrifié, se balançait d'avant en arrière en murmurant sans cesse des noms paniqués. Les coups se multipliaient, comme si plusieurs mains s'acharnaient sur la porte, prêtes à la défoncer. Je saisis mon téléphone posé sur le comptoir pour appeler la police, mais le garçon me retint par la main et me regarda droit dans les yeux. Sa voix se fit étrangement calme lorsqu'il affirma que la police ne comprendrait pas. Je remarquai alors qu'il était devenu encore plus pâle, sa peau presque translucide, ses yeux cernés d'un noir profond comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Je m'approchai de la porte, que l'enfant avait heureusement verrouillée,
et regardé par le Judas. Il n'y avait personne dehors, pourtant les coups continuaient, encore plus violents. Je reculai lentement vers le salon. Les bruits se déplacèrent sur les murs, les fenêtres, puis vers la porte du jardin. Je regardais par les vitres, personne. J'étais complètement perdu. Le garçon me supplia d'appeler ses parents. Je lui tendis le téléphone. Ses doigts glacés composèrent rapidement un numéro, puis il me demanda, avant de me rendre l'appareil, de leur dire qu'il s'appelait Jacob et qu'il les aimait. Je hochai la tête, incapable de comprendre ce qui se passait, tandis que les coups résonnaient encore. Après quelques sonneries, un homme répondit. Sa voix semblait fatiguée. Je bredouillai quelques mots, tentant de me faire entendre malgré le vacarme. L'homme demanda qui j'étais. J'expliquai que j'appelais au nom de Jacob, qu'il se trouvait chez moi, et que je voulais qu'il vienne le chercher. Un silence suivit. Une voix féminine se fit entendre en arrière-plan, demandant qui appelait si tard. L'homme reprit, agacé, en demandant si c'était une mauvaise plaisanterie. Il précisa que ce n'était pas le moment de se moquer de lui, qu'avril était passé depuis longtemps. Je répondis qu'il ne s'agissait pas d'une blague, que Jacob était bien là, assis sur mon canapé, et qu'il venait de me dire de leur transmettre son amour. L'homme perdit patience. Il dit qu'il ne savait pas qui j'étais, ni quel journal j'avais lu, mais que c'était d'une cruauté insensée d'appeler pour ce genre de choses. Je détournai le regard vers l'entrée, tentant de percevoir ce qui causait encore les coups contre la façade. L'homme reprit, d'une voix plus dure, en disant que leur fils était mort, et que j'appelais exactement le jour anniversaire de sa mort. Puis il raccrocha. Le silence qui suivit me glaça le sang. Les coups cessèrent aussitôt. Jacob avait disparu. En cherchant plus tard, j'appris que sa mort, survenue 3 ans plus tôt, la nuit d'Halloween, demeurait entourée de mystères. Le lendemain, je descendis précipitamment toutes mes décorations et jetai costumes, lumière et citrouille à la déchetterie la plus proche. Depuis, je ne célèbre plus Halloween. Je ne décore plus ma maison. Je n'ouvre plus la porte à personne à la fin du mois d'octobre. Mais les bruits de coups résonnent encore parfois dans ma tête. Et plus que tout, je reste hanté par le visage blême de ce garçon. Je ne sais pas ce qui le poursuivait cette nuit-là, mais je crains désormais que cette chose ne me cherche à son tour. Halloween approche, et je ne sais plus quoi faire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.